Parlons Mental, le podcast. Bienvenue dans le 6e épisode de Parlons Mental, le podcast qui explore donc le mindset des sportifs et la puissance du mental dans la performance. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet essentiel, c'est la fixation d'objectifs. Pourquoi est-ce si important ? Comment bien la faire ? Et surtout, comment cela impacte les performances ? Et pour en parler, on va recevoir Malo Kéramon, un jeune athlète qui est cadet et qui nous partage son approche de la course à pied ainsi que sa vision de la préparation mentale et également ses stratégies pour se fixer des objectifs. Donc bonjour Malo. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis, bonjour Malo, enchanté Bonjour. de te recevoir parmi nous aujourd'hui dans un petit épisode un peu spécial, Merci à vous aussi pour l'invitation. avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous également qui nous suivez de plus en plus nombreux dans les différents épisodes. Donc 6 épisodes déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a commencé on en fait un tous les 15 jours. On a dû commencer il y a 2-3 mois maintenant. Ouais, on en fait un tous les enregistrer. 15 jours normalement. Voilà, j'ai un peu fauté puisque j'avais pas le temps la semaine dernière. Et voilà, et puis ça tombe bien parce que cette semaine j'ai Malo qui est en stage avec moi, donc ça tombe bien. Malo est là pour justement parler de son expérience. Malo, juste pour introduire un petit peu le propos, il a réalisé 8,28 sur 3000. 2 fois de suite, il l'a fait 2 fois. 8,28, ça représente la 5e performance française de la saison en cadet. Donc cadet, c'est 2008-2009, les années de naissance, c'est 15-16 ans. Donc on va commencer, Jean-Baptiste, à parler justement de la fixation d'objectifs. Pourquoi et comment se fixer des objectifs en sport ? Pourquoi c'est crucial ? En quoi c'est important ? Donc toi, tu as une technique que tu voudrais nous aborder justement par rapport à ça. Déjà, pourquoi fixer des objectifs, c'est assez important parce que comme disait le philosophe Sénèque en son temps, il disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable ». Donc, quelque part, si tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Donc voilà, je vais juste faire un petit topo un petit peu sur l'historique de la théorie de la fixation d'objectifs. C'est quelque chose qui a commencé dans les travaux. Ce sont deux psychologues qui ont travaillé dessus, un psychologue américain du nom de Locke et un Canadien du nom de Latham. Ils ont commencé dans les années 60. Cette théorie des fixations d'objectifs, et après 400 études, ils ont réussi à publier un manifeste en fait qui s'appelle Theory of Goal Setting and Task Performance, et qui démontre vraiment le lien entre l'objectif et la performance. Ils ont réussi à démontrer qu'il y avait un lien entre un objectif clair, précis et la performance. Et puis, dans les années 81, il y a Georges Doram qui a été l'auteur d'un concept qui va parler à beaucoup de personnes, je pense, qui est le concept SMART, le concept de fixation d'objectifs SMART. SMART parce que spécifique, parce que mesurable, parce que atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'objectif doit être fixé dans le temps. Voilà. Donc voilà un petit peu pour faire un petit historique sur la fixation, les différentes théories et concepts sur la fixation d'objectifs. Alors, ce sont des choses qui ont été d'abord développées au sein du monde de l'entreprise, bien sûr, mais qu'on peut forcément reprendre et adapter, je pense, au monde sportif. Voilà. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Merci déjà pour donner toutes ces explications très intéressantes avec des études à l'appui, justement. Et c'est vrai que on va voir des différentes manières de fixer des objectifs. On va parler
pas mal des sportifs dans cet épisode. Donc, il y a des outils qui servent à se fixer des objectifs sportifs, hein, des objectifs de résultats et de moyens. Et là, ce que tu voudrais aborder, Jean-Baptiste, en premier, c'est justement un outil de fixation d'objectifs qui est valable pour pas mal de sujets du quotidien aussi également, hein. C'est très important de se fixer des objectifs, hein. Exactement, c'est un concept qui est plutôt général de fixation d'objectifs qu'on voit en PNL. C'est vraiment un outil, enfin, outil, j'aime pas trop ce mot d'outil parce que ça a une consonance, une résonance de bricolage et on fait pas de la bricole quand on parle de préparation mentale ou d'accompagnement. C'est pas C'est un de la levier, en bricole fait. bien. Exactement, c'est ça. Et donc on a une petite grille d'évaluation. Alors on appelle ça, nous, dans ce qu'on avait vu dans la formation, on appelle ça le PC-VAREC. Pourquoi PC-VAREC? Parce que on travaille sur un objectif. L'objectif, ce qui est important, c'est que l'objectif soit positif, que l'énoncé de l'objectif soit positif. C'est important que ce soit positif parce que le cerveau, lui, ne va pas comprendre la négation. Et Euh, aussi, je pense que on doit dire ce qu'on veut et pas ce qu'on veut plus également, hein. C'est-à-dire, si on va pas dire, par exemple: «Je ne veux plus stresser avant une compétition», on va plutôt dire, je sais pas, par exemple: «Je veux être serein et détendu la veille», c'est ça, par exemple, hein? Ça peut être, ce genre de choses, hein. Ouais, pareil, oui, exactement, c'est ça. Ou alors, on va dire, on va éviter de dire je ne veux plus fumer, mais on va lui demander à la personne ce qu'elle veut faire à la place, et on Ouais. va partir en fait sur ce qu'elle souhaite faire. Je sais pas, ça peut être peut-être si elle veut plus fumer, elle veut peut-être se mettre à courir, par Ouais, exemple. ou respirer de l'air pur, tout le reste de sa vie, par exemple. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc c'est pour ça que et c'est primordial que l'objectif soit énoncé de façon positive. Ensuite, on doit s'assurer que l'objectif soit sous contrôle. C'est pour ça le C, qu'il soit sous contrôle de la personne, qui soit donc qui dépende de la personne. Du style, par exemple, un objectif du style, je veux plus que, alors ça, tout est faux, mais j'aimerais que Malo range sa chambre, par exemple, si je suis parent. Là, c'est pas sous mon contrôle, ça dépend d'une autre Oui. personne, hein, par exemple. Donc, Ou vraiment alors, oui, s'assurer que l'objectif soit sous contrôle de la personne, que ça dépende de sa capacité. c'est ça. On va pas dire: «Je veux gagner au loto, je veux qu'un tel soit amoureux de moi, je veux», voilà, des choses, qui sont pas sous notre contrôle, c'est ça, hein. C'est assez important. Et je pense que c'est un des points clés, je pense, chez les sportifs, on y reviendra tout à l'heure, parce que souvent on s'attache à des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On essaie d'atteindre des objectifs qui ne sont pas, sous notre contrôle et on lâche pas prise sur ça justement. Donc c'est important de rester, focus sur ce qu'on peut contrôler aussi, c'est valable vraiment dans tous les domaines, mais aussi le sport, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Moi, j'aime souvent dire qu'est-ce qui dépend de nous et se focaliser sur ce qui dépend de nous. Beaucoup de personnes partent dans on va dire, dans des raisonnements un peu alambiqués, mais finalement se recentrer sur ce qui dépend de nous. Voilà. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Et donc ça, c'est important dans la fixation d'objectifs, que ce soit sous notre contrôle. Ensuite, on veut que ce soit vérifiable. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'on a atteint notre objectif? Ça, c'est génial Voilà. ça. À quel Comment je moment? saurais que j'atteins l'objectif, quoi? À quel moment? C'est ça. Quand est-ce que je saurai que mon objectif est atteint? Ensuite, quelque chose qui est assez important, c'est que, et qu'on retrouve aussi dans le protocole SMART, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'objectif soit atteignable. C'est-à-dire que l'objectif dépend de nos capacités. Par exemple, courir un marathon je sais pas, pour quelqu'un qui débute, il va nous dire déjà courir un marathon en 3h30. Ouais, ou le finir simplement, peut-être, ouais. Alors le finir, ça serait atteignable, mais en C'est ça. 3h30, ça serait peut-être pas, C'est voilà. c'est pour ça que c'est important qu'il soit, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais à la fois difficile mais atteignable, hein. Il faut quand même qu'il soit quand même motivant, hein, et assez difficile, quoi. C'est ça, exactement, et ça fait et juste après, on dit que l'objectif doit être réaliste. Voilà, donc ça fait c'est très lié à l'atteignable, hein. Tout ça, la différence est assez tenue, mais réaliste, ça fasse partie de nos ressources, voilà, c'est pas forcément nos capacités, mais de nos ressources, en fait, que ce Ouais. soit euh, qu'on ait en nous, quoi, qu'on soit capable Oui, aussi de le faire. Ensuite, on va étudier l'écologie de l'objectif, parce que bien souvent, on peut se rendre compte qu'on veut se fixer un objectif, mais quels sont les bénéfices, quels sont
les inconvénients et parfois il peut arriver qu'on se rende compte que finalement il y a plus d'inconvénients que de bénéfices à atteindre cet objectif-là et que j'ai pas envie de l'atteindre. Et c'est un peu ce qu'on appelle le bénéfice secondaire finalement. Est-ce que la problématique que je rencontre, si je l'efface, que j'atteins l'objectif, est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose de plus pénalisant pour moi qui va surgir derrière, hein? Ça, c'est souvent arrivé qu'on se rende compte au bout d'un moment, on fixe l'objectif et on se dit, en fait, il vaut mieux garder ce fonctionnement-là, puisque finalement, si je retire ça, il y aura peut-être je pense notamment pour les TOC, hein, les personnes qui ont des TOC, si l'objectif c'est de se libérer des TOC et voilà d'avoir des comportements plus en adéquation avec ce que je veux au quotidien, peut-être que si on supprime ce mécanisme inconscient, ce TOC, peut-être qu'il y a des angoisses qui vont surgir. Peut-être que ce TOC il sert justement à éviter aux angoisses de remonter. Voilà, et peut-être à garder le contrôle aussi. Et c'est vrai que c'est important, voilà, de s'assurer vraiment, je te rejoins, que l'objectif soit écologique pour nous et notre entourage aussi peut-être même. Exactement, exactement. Ça peut, ouais, c'est ça. Comme je te dis, parfois ça peut arriver que finalement, Ouais. le bénéfice qu'on en retire, il est minime et que on préfère rester comme on est ou voilà, où l'objectif n'est pas du tout en accord avec ce que l'on a envie de faire. Et ensuite, il y a toujours une petite partie coopérative. C'est le dernier C en fait de cette fixation d'objectifs. C'est comme on le dit à travers maintenant les 5 épisodes précédents, c'est que on fait rarement les choses seul. Et donc, ça serait savoir quelles sont les personnes qui seraient intéressées, qui seraient, on va dire, qui seraient contentes qu'on atteigne cet objectif-là. Voilà. Donc avant tout, effectivement, l'objectif, on le fait pour nous, mais forcément, on est en lien avec d'autres personnes. Et quelles seraient les personnes qui seraient heureux de cette réalisation d'objectif, avec qui on a envie de partager cet objectif-là. Voilà. Et c'est vrai que cet Je outil, pense qu'une ce fois levier... une fois qu'on a Pardon. répondu à tous ces... Ah, vas-y, continue. Il y a un petit décalage. Ouais, excusez-moi. Et je pense que voilà, une fois qu'on a réussi à contrôler tous ces paramètres-là, on a une fixation d'objectif qui peut tenir la route et on peut travailler ensuite sur la mise en place. Et c'est vrai que ce levier dont tu viens de parler, il est intéressant, puisqu'en fait, on peut l'utiliser à la fois dans l'accompagnement, nous en tant que préparateur mental, pour pouvoir définir un petit peu l'objectif de l'accompagnement, et pour pouvoir ensuite trouver un petit peu également les freins qui peuvent aussi empêcher d'atteindre l'objectif, sur lesquels on peut travailler ensuite à travers différents outils, hein. Et c'est intéressant. Et aussi cet outil-là, le PC Varec dont tu viens de parler, il peut être vraiment intéressant pour fixer des objectifs sportifs en tant que sportif individuellement. Se fixer un objectif, voilà, de résultat par exemple, hein, qui puisse voilà, être bien défini et optimisé. Parce que c'est vrai que si on se fixe bien l'objectif, on a plus de chances de réussir à atteindre cet objectif et à progresser dans notre discipline. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de visualiser l'objectif atteint. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Baptiste. On augmente, je pense, c'est ce que j'avais vu sur des études qui avaient été réalisées, que justement on peut augmenter de 80% nos chances de réussir à atteindre un objectif si on s'est visualisé en train de le faire est en train de l'atteindre. Et pas forcément de la visualisation mentale, hein, où on va pouvoir visualiser, imaginer, etc. Mais aussi à travers des tableaux de visualisation, notamment, où on va noter, par exemple, sur le tableau, par exemple, en 2027, je veux acheter ma maison, en 2028, je veux me marier, en 2029, je veux des enfants, etc., des projets de vie. Et on se rend compte qu'en les ayant notés, on va se conditionner à réussir. Et c'est arrivé souvent que des personnes aient noté ces objectifs sur des feuilles ou sur un tableau. Et elles regardent leur tableau plus tard et elles se rendent compte que finalement leurs objectifs ont été atteints plus ou moins dans les délais. Puisqu'en fait, c'était un conditionnement mental. Donc ça, c'est hyper important aussi. Ouais, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un peu, alors après, de façon plus basique, mais c'est un peu l'histoire des to-do list, quoi. Et c'est Ouais. classer ses objectifs du court, moyen et long terme. Je crois que toi, tu as un outil aussi, et je crois, quand tu travailles sur les objectifs de performance, tu, euh, tu, tu, euh, tu, euh, tu catalogues, tu catégorises les objectifs en court, moyen et long terme, c'est ça, hein? Exactement. Donc en fait, quand on aborde la fixation d'objectifs avec le sportif que je reçois à mon cabinet, par exemple, on va déjà partir d'un objectif, on part souvent d'un objectif de résultat.
À court terme, c'est dans l'année. Par exemple, là, on est sur la saison 2025-2026. On va elle va toucher à sa fin cette saison, mais ça peut être par exemple un objectif dans la fin d'année, c'est-à-dire en début de saison 2025-2026, pardon. Et on va pouvoir justement fixer un objectif. Par exemple, je veux courir un marathon en moins de 3 heures, par exemple. Donc ça, on part de cet objectif. Est-ce qu'il est difficile et atteignable? Donc on va déjà voir si cet objectif est à la fois difficile et atteignable. Suffisamment difficile pour être motivant, et atteignable pour éviter de se casser les dents dessus et de se décourager. Ensuite, on va s'assurer qu'il est bien à court terme déjà cet objectif. Et pour cet objectif de résultat à court terme, on va y placer 3 objectifs de moyens. Par exemple, cet objectif à court terme de moins de 3 heures au marathon, je vais y attacher déjà un premier objectif de moyen qui va être, par exemple, pour réussir à atteindre cet objectif, je vais faire 2 séances de renforcement musculaire dans la semaine. Par exemple. Le deuxième, ça va être, je vais optimiser ma récupération en m'hydratant au minimum 2 litres d'eau par jour, en ayant une alimentation saine et équilibrée, en dormant 8 heures par nuit minimum. Et le troisième objectif, ça va être par exemple, je vais essayer de faire un volume kilométrique dans la semaine de 100 km en effectuant 5 entraînements dans la semaine, par exemple. Une fois qu'on a fait ce travail-là sur le premier objectif de résultat, on va aller plus loin et se dire qu'est-ce que je veux maintenant pour la saison 2025-2026, mais la deuxième partie, c'est-à-dire au printemps prochain. Peut-être que là, je vais essayer de faire un semi-marathon cette fois-ci et d'aller chercher un record personnel. Par exemple, je veux faire, je sais pas, moins d'1h20 en semi-marathon, par exemple. Et après, on va aller chercher un objectif de résultat à long terme, c'est-à-dire dans les 2-3 ans. C'est-à-dire, peut-être qu'en 2027, je vais faire un marathon, et cette fois, je vais essayer de passer sous les 2h50. Donc là, on a nos objectifs à court, moyen et long terme, avec des objectifs de moyens sur l'objectif à court terme, mais aussi on peut en rajouter au fur et à mesure des objectifs de moyens, au fur et à mesure que l'objectif se rapproche. Au bout d'un moment, bien sûr, l'objectif à moyen terme va devenir l'objectif à court terme, et là, on va pouvoir refixer des objectifs de moyens sur cet objectif qui est devenu à court terme. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour avoir un tableau de bord, en fait, pour les sportifs. Ouais, ça fait une sorte de boucle. Ouais, tout à fait. Voilà, ça fait un cercle. Mais ce qui est important aussi, c'est pour dans l'atteinte d'un objectif, c'est se fixer des étapes au fur et à mesure, car bien sûr, il est plus facile de monter une échelle à laquelle les barreaux sont rapprochés plutôt qu'une échelle où les barreaux sont directement trop haut. Et donc faire des petites étapes intermédiaires, ça permet également de renforcer son estime de soi, ça permet de renforcer sa confiance en soi, parce qu'on arrive justement à atteindre des étapes, à atteindre on va appeler ça peut-être des sous-objectifs, en fait, ce que tu appelles objectif de moyen. Ça peut être des compétitions aussi. Ouais, ça peut être des compétitions intermédiaires en fonction de ce qu'on recherche. Et ça permet donc de renforcer aussi peut-être même la motivation, comme on en parlait dans les épisodes précédents. Exactement, donc ça valide un petit peu des étapes et on va gagner en confiance. On va, par rapport à la motivation, j'avais parlé des sentiments de la motivation, peut-être qu'on va valider un sentiment de progrès qui va augmenter, un sentiment de compétence aussi, on va se dire tiens, j'ai acquis suffisamment de compétences pour atteindre mon objectif, sentiment de plaisir aussi, parce que peut-être qu'à force de réussir des compétitions, des points d'étape, on va être encore plus dans le plaisir de pratiquer. Donc voilà, c'est tout un ensemble, je pense, et c'est vraiment important de se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, toi, tu utilises aussi les niveaux logiques de Diels. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur cet outil? Oui. Enfin, cet outil, ce concept, on va concept, dire. finalement, qu'on peut utiliser comme un levier ou pour la performance aussi. Ouais, c'est un concept qu'on utilise en PNL que moi j'adore particulièrement, qu'on peut utiliser dans beaucoup de cadres, mais je pense qu'on peut l'utiliser aussi dans la fixation d'objectifs. C'est quelque chose qui va permettre à la personne de se reconnecter à ce qu'elle est, elle, tout en fixant un objectif. C'est sous une forme de pyramide. Donc, on appelle ça le niveau logique de Diels ou la pyramide de Diels, en fait. Ça se présente sous une forme de pyramide. Le premier, donc la personne va nous parler de son objectif et on va essayer et on va la faire grimper avec son objectif tout en haut de la pyramide. Donc, le premier étage, en fait, c'est l'environnement. Donc, elle va nous parler de son objectif et on va lui demander le contexte. Où, comment, où surtout. Où, c'est l'environnement. C'est où et
Voilà, c'est l'environnement, c'est le contexte de, de, de la première étape, quoi. C'est quel est Ça votre peut être aussi, quel est l'environnement l'environnement? familial peut-être, le club, l'entraîneur, Ouais, les collègues de c'est ça. club? Ça peut être où, ça peut être quand, en fait, aussi. Ça peut être, voilà. Ensuite, c'est la deuxième marche, en fait, c'est le comportement. C'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre cet objectif-là? Donc, c'est tout ce qui est comportemental. Ensuite, ça va être justement les capacités. C'est comment? Comment tu fais ça? Quelles sont les ressources que tu vas mobiliser? Hein, pour arriver à ton objectif. Alors, bon. Ensuite, l'autre étape, ça va parler de nos valeurs. C'est quelque chose qui est Mmh. beaucoup plus ancré en nous. Ça parle vraiment des choses plus profondes là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cet objectif, dans la réalisation de cet objectif-là? Donc, ça va venir s'adresser à des choses qui sont quand même encore plus profondes et qui touchent à des valeurs. Donc, bon. Et moi, je trouve que c'est important, c'est cette étape-là. La prochaine étape, c'est l'étape de l'identité. Mmh. Qu'est-ce que, qui tu es à ce moment-là? Qui tu seras quand tu auras réussi cet objectif-là? Qui tu veux être ce jour-là? Qui tu voudras être le jour de ta compétition? Qui tu voudras être au moment où tu auras réussi cet objectif-là? Et là, c'est vraiment identitaire, donc ça rentre vraiment en qui tu es. Voilà, qui tu es vraiment et on va dire dans ton ADN. Et je trouve que là-dessus, c'est, il y a un auteur, c'est Pierre David, c'est un Nantais d'ailleurs qui a sorti un Oui. bouquin qui s'appelle L'identité gagnante. Il a une vision un peu différente Oui. de la préparation mentale conventionnelle, classique, mais c'est intéressant, ces concepts sont intéressants et il parle de l'identité gagnante en fait, et il met l'identité avant tout le reste. C'est savoir qui on est, et qui on veut être, et il dit que finalement, chaque jour qui passe, nous rapproche petit à petit de qui on veut être ce jour-là. Chaque entraînement, chaque compétition intermédiaire, qu'elle soit positive ou pas, quoi qu'il arrive, elle sera positive parce que c'est un pas supplémentaire vers l'accomplissement de ce que l'on veut être ce jour-là. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ça. Et alors, il y a encore un autre, alors, au niveau de, je reviens sur la pyramide de 10, il y a une dernière étape, un dernier étage qui, lui, est beaucoup plus, on va dire, qui nous dépasse un peu, qui est plus spirituel et qui nous met en connexion avec d'autres choses. Bon, voilà, mais peut-être qu'au niveau du sportif, déjà, si on s'arrête au niveau de l'identité de qui on veut être à ce moment-là, au moment de la course, si par exemple ça peut être je veux être un finisher, eh bien voilà, chaque entraînement qu'on va faire nous rapprochera un peu plus de notre identité de finisher ce jour-là. Je veux être, parfois, si le mec il fait de la boxe ou du judo, je veux être un guerrier, je veux être vraiment un Mmh. guerrier sur le ring. Et il va travailler sur ce qui va devenir vraiment, sur devenir un guerrier. C'est des exemples qu'il prend. Mais voilà, j'avais envie de parler de ce petit levier-là parce que je trouve que c'est un bel, un joli concept. Ouais, très intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quel est le dernier étage de la pyramide finalement? Le dernier étage, en fait, c'est exactement, c'est un côté spirituel. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que ça dit de nous, quelle mission ça peut Oui. nous donner, quoi d'autre plus grand que nous, à quoi je me connecte quand je fais ça, à quoi je Mmh. contribue pour le système, pour la société, pour les autres. Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse, bien sûr, Oui. et qui, voilà, mais peut-être que ça peut faire du sens et ça peut donner du sens aussi. Et justement, donc ça rejoint le sens fondamental, le pourquoi on fait ça en fait. Quelle est notre mission finalement dans cet, engagement qu'on a, dans ce sport, dans notre vie, d'athlète peut-être ou de rugbyman, d'handballeur, je sais pas, ou même au-delà du sport, hein. C'est intéressant, hein. Mmh. Ouais, t'as raison, ça peut être peut-être qu'est-ce que je veux montrer quand je fais ça. Je veux être un exemple pour les jeunes si j'arrive à faire je sais pas, je vais parler à l'escalade par exemple. En escalade, si j'arrive à monter cette voie voilà, en travaillant, en me donnant les moyens, je peux être un exemple, devenir un exemple. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est plus grand que soi, qui nous dépasse, ouais. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et ça peut justement renforcer notre motivation à atteindre l'objectif. Oui, tout à fait, c'est clair. Donc ça, c'est plusieurs leviers, plusieurs concepts, voilà, qu'on a abordés. Donc maintenant, on va s'intéresser à Malo.
Malo qui est là, à côté de moi, donc qui est, on le rappelle, en stage avec moi. Donc c'est l'occasion aussi qu'il participe au podcast, hein, parce que Malo, il a des beaux objectifs prochainement. On va pouvoir même profiter justement du temps de parole avec Malo pour peut-être faire un exemple concret, peut-être sur une des techniques qu'on a vues ou un des leviers, hein. On va y aller au feeling, hein. Donc Malo, donc tu as fait 8,28 au 3000, Ouais. deux fois de suite. Tu as fait deux fois Ok. 4,00 au 1500 mètres. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain objectif? Bah là, ça sera sur la corrida de Langueux sur 10 km, un sub 31 sur cette distance résultat. Ça pourrait me permettre d'être bien classé à niveau national et puis de voir ma valeur. Donc là, pour l'instant, tu es cinquième au bilan français en cadet. En Sur cadet, c'est 3000. sur 3000, hein, 8,28. Il y a un record de France qui est en 30 minutes 35 actuellement sur Ouais, 10 sur 10 km. km. Donc là, l'objectif, voilà, c'est moins de 31 minutes. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelle allure ça fait sur 10 km, sur le 1000 mètres? Bah, sur du 30 minutes 50, l'allure à laquelle je partirais, c'est du 3,05 au kilomètre. Donc 19,5 à l'heure, hein, c'est Ouais. ça. Et donc, le record de France, ça se fait sur du un peu plus de 3,03. Vu que 30 minutes 30, c'est 3,03 du kilomètre. Donc, ça me permettrait de m'en rapprocher. Ok. Je sais pas si Alors, Jean-Baptiste a des comment tu questions à travailles poser à avec Malo, parce que moi je le connais, ton Malo. entraîneur Moi, j'aurais des questions d'abord. C'est en fait Malo, mais c'est des questions basiques, toutes simples. Si tu permets que je te pose une question, cette question-là, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir à la course à pied? Mais en fait, moi, de base, je faisais du foot. Donc, j'en ai fait pendant 5 ans. Et puis, j'en avais un peu marre des mentalités, tout ça, de l'environnement qui est assez toxique. Et donc, je voulais changer de sport, mais je savais pas trop quoi faire au début. Et j'ai un copain qui m'a dit, oui, va faire de l'athlé, tout ça. Et puis au début, j'en ai fait avec un autre copain, tout ça aussi. Et donc, bah, ça m'a poussé, puis j'ai bien aimé. Puis bah, j'ai rencontré Nico, qui avait pas les mêmes techniques d'entraînement que pas mal d'entraîneurs français. Mais moi, vu que c'était la première fois que je faisais de l'athlé, je pensais que ça marchait comme ça. Et donc, bah, j'ai tout de suite kiffé, puis j'ai vu que ça marchait au niveau des performances. Et donc voilà, petit à petit, j'ai vraiment pris un engouement pour ça. Et là, ça fait 4 ans que j'en fais. Et toujours la même motivation et la même envie. Donc on va parler un petit peu de Nico. Nico, c'est Nicolas Millet, c'est un entraîneur, Ouais, voilà, d'athlétisme, hein, qui est aussi préparateur mental d'ailleurs, hein, ouais. qui a plusieurs casquettes. Il est même speaker, hein, d'ailleurs, Nicolas, Et préparateur physique aussi, préparateur du coup. physique aussi. Donc voilà, qui a créé son club récemment. Donc c'est un club qui compte combien d'athlètes d'ailleurs maintenant? 80 à peu près, je crois, adhérents. C'est différent. Ça va de Benjamin à Master au niveau des catégories. Puis il y a une team forme santé, donc c'est un peu plus souvent les mamans des athlètes qui, résultat, se retrouvent le samedi pour s'entraîner avec Nicolas Millet. Donc très bien. Jean-Baptiste, tu as peut-être d'autres questions à poser à Malo, hein, toi qui le connais pas forcément encore, hein, finalement. Donc, il a répondu à ma question. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la course à pied? Qu'est-ce que tu aimes dans la course à pied, justement? Bah, en fait, au fur et à mesure que bah, j'ai progressé un peu les sensations de vitesse, donc de pouvoir s'amuser à différentes allures, tout ça. Et puis, moi aussi, je suis quelqu'un d'assez compétitif. Et l'aspect compétition, tout ça, ça me plaît vraiment dans ce sport. Puis, bah, l'ambiance des compétitions, tout ça, ça c'est vraiment amusant. Et puis, par exemple, j'ai fait le meeting de la Pommerée, où il y avait vraiment une ambiance de folie lors de la course et tout. C'était vraiment impressionnant, j'avais kiffé. Et puis aussi, bah, l'ambiance au sein de mon groupe, je sais que ça, c'est... J'ai de la chance d'avoir ça. J'ai un bon groupe d'entraînement avec des copains que je retrouve au lycée et à l'athlé. Et résultat, bah, on est hyper proches, tout ça, et c'est vraiment sympa. Ça rejoint justement ce que disait Jean-Baptiste avec l'environnement, hein, c'est Mm. ça, typiquement. Oui, Ton totalement. environnement, voilà, c'est tes copains Ouais, de club, c'est ton entraîneur, oui, mais il y a aussi ton papa ouais, qui la t'accompagne aussi. famille, Tu as de la ouais. famille, ta maman, tes frères, hein. Mes sœurs, Tes sœurs, mes pardon. deux C'est tes sœurs. sœurs, pardon. Mm. Et du coup, en quoi ton papa t'aide parce qu'il est kiné, Oui, il t'aide en préparation mentale. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? mais il est kiné-ostéo. Et donc, bah, résultat, dès que j'ai un petit pépin, tout ça, il peut m'aider si jamais j'ai un problème, il peut me masser, me faire un bilan ostéo, tout ça. Et puis aussi, ce qui est pratique, c'est qu'il voit souvent des athlètes. Et donc, bah, résultat, il connaît un peu la préparation mentale parce qu'il leur fait aussi de la prépa mentale à ses athlètes en soins. Et donc, résultat, il m'en fait aussi, vu qu'il a été ancien cycliste aussi, à très haut niveau, bah, résultat, il m'aide au niveau des stratégies de course, tout ça.
Et au fur et à mesure, bah, j'ai appris les stratégies de course, comment se placer par exemple dans un peloton, tout ça. Et puis aussi, il m'aide à appréhender une compétition, à me fixer des objectifs. Et puis, résultat, à me soutenir, tout ça, parce que mon père et ma mère viennent très souvent sur mes compétitions. Et donc, ça apporte un gros soutien moral, aussi bien avant que pendant. Donc ça, c'est pratique. Donc Jean-Baptiste, ouais, si tu veux C'est rebondir c'est par génial rapport tout ce au que niveau tu nous logique, racontes hein. non, mais pas forcément sur les niveaux logiques, mais par rapport à tous nos podcasts précédents, en fait, ça donne du sens et voilà, ça met un exemple, ce qu'on a dit précédemment, qu'on a voilà, tout ce que vient de dire Malo, en fait, ce besoin d'appartenance qui est une des sources de motivation dont on a parlé tout à l'heure. Toute ce soutien, ce support, cette sécurité, ces personnes qu'il a autour de lui, qui sont là, qui font il se sent soutenu, il se sent supporté et donc ça lui permet d'être encore plus libre dans ce qu'il fait, hein. Donc il se sent en sécurité, donc libre. C'est l'histoire de, voilà, je sais plus si vous vous souvenez, mais c'est un petit peu l'image quand on fait de l'escalade. C'est les personnes qui nous tiennent, qui nous assurent au sol, nous permettent de nous sentir à l'aise sur la paroi et d'être beaucoup plus libre comme pour de grimper et de faire ce qu'on veut. C'est tout ça que Malo parle, mais ouais, non, je trouve ça assez génial. Euh, ouais, merci Malo pour ce partage-là. Et est-ce que tu nous disais que ton papa, il te donne des petits conseils, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais un petit tips, un petit à nous partager, un petit truc à nous partager, peut-être pour comment aborder une compétition ou comment aborder la compétition la veille de la course, par exemple? Bah, déjà, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde un peu le niveau des différents athlètes qu'il y aura lors de la compétition. Donc, on cible ceux qui auront à peu près le même niveau, les mêmes objectifs. Et donc, après, on se fixe un peu sur eux. Je me fixe pas non plus sur vraiment des personnes parce que je préfère pas me fixer sur quelqu'un si jamais c'est un mauvais jour pour lui, pour pas risquer de focaliser sa course sur lui. Mais donc voilà, on regarde souvent les athlètes, tout ça. Puis après, on met en place des stratégies de course qui pourraient avoir lieu. Donc après, ça dépend en fonction bah, des distances, un peu des types de courses. Par exemple, si c'est une course sur piste, une course sur route, une course sur cross. Et puis, donc voilà. Mais en général, on essaie de mettre des stratégies en place, plusieurs plans d'attaque pour cette course, pour si jamais ça se passe pas exactement comme prévu, tout ça. Et puis après aussi une course, ça se fait beaucoup au feeling. À force de courir en compétition, bah, au bout d'un moment, avec l'expérience, j'arrive un peu à ressentir la course et à me dire, ok, bah là, je vais un peu décélérer pour récupérer. Là, je vais plutôt accélérer pour pas m'endormir, tout ça. Et puis sentir aussi si jamais il y a des gars qui accélèrent par exemple à côté, se dire oui bah je vais le suivre comme ça il va me relancer et m'aider dans ma course, par exemple des trucs comme ça. Et toi, comment tu te sens, comment tu abordes une compétition en termes, on va dire, dans ton fort intérieur, en termes d'émotion? Comment tu te sens avant une course? Et est-ce que tu as des petits trucs sur lesquels tu as travaillé avec ton papa sur la gestion de ces émotions-là, la gestion de toi? Bah souvent avant une course, moi faut savoir je pars par exemple 1 heure avant la course à l'échauffement et donc en général bah là je me mets vraiment dans ma bulle. Je mets souvent de la musique avec des écouteurs pour être vraiment focalisé sur ma course. Je pense à comment je vais courir. J'analyse un peu ma foulée, mon allure, les sensations que je pourrais avoir pendant la course, faire de la visualisation. Et donc, par exemple, si aussi c'est un cross ou une course sur route, je vais aussi visualiser le terrain, les différents passages techniques, tout ça. Et puis, donc voilà, ça me permet vraiment de faire de la visualisation, tout ça pour m'aider. Et d'ailleurs, Malo, pour rebondir sur ce que tu as dit, dimanche, enfin samedi soir à Langueux, c'est ton premier 10 kilomètres. Donc c'est un peu Ouais. l'inconnu finalement, parce que tu n'as jamais Oui. fait cette distance. Et comment tu gères ça finalement, l'inconnu? Bah, en fait, moi, ça fait pas si longtemps que je fais de l'athlé en soi. Et puis, vu que je suis encore jeune, j'ai pas couru sur non plus beaucoup de distance. Donc, bah, très souvent, j'arrive sur des courses où j'en ai jamais fait, donc j'ai pas d'expérience dessus. Hmm. Mais en fait, en général, au bout d'un moment, à force de faire les entraînements, tout ça, on se connaît, on connaît nos allures, on sait quand on est bien, quand on n'est pas bien. Donc, et puis à force d'avoir fait des compétitions, j'ai plus vraiment de stress avant les courses, un peu plus avant les crosses, car c'est un peu plus tendu, les lignes de départ, tout ça. Mais sinon, honnêtement, oui, je stresse plus vraiment avant les courses. C'est plus un bon stress qui va faire monter un peu le cardio, tout ça, l'adrénaline. Mais je stresse plus du stress.
Et puis, et après, bah, j'y vais un peu, comme je le sens. Je sais que en général, j'ai C'est fait donc des bonnes prépas, tout ça. Et puis, les compètes que j'ai déjà pu faire, m'aident à me visualiser un peu sur ces courses-là. Là, par exemple, j'ai déjà fait des 5 kilomètres. Donc je sais que ça va être, à peu près similaire. J'ai déjà fait des grosses séances là pour préparer à ces allures-là, tout ça. Donc franchement, j'y vais serein et puis, la course se fera comme se fera, hein. ouais. Et au niveau des objectifs, comment ça se passe? C'est ton entraîneur? C'est toi qui les décides ou c'est, de façon concertée tous les 2, vous mettez au point ce genre d'objectifs chronométriques puisque c'est surtout des objectifs chronométriques dans la Oui, course à ou pied? à la place, sur les crosses ou les championnats, par exemple. Mais, en général, ce qui se passe, c'est que moi, je me mets un objectif car, je connais mes capacités, tout ça. Je me mets souvent un objectif en tête. Puis après, je vais en discuter, par exemple, avec, mon coach Nicolas Millet et on va pouvoir se dire, lui, avec un point de vue un peu plus objectif que moi, va pouvoir un peu plus, revoir l'objectif soit à la hausse, soit à la baisse. Mais donc en général, on adapte un peu, et puis aussi, je vois avec mon père. Là, par exemple, avant le 10K, moi, je partais plus pour un objectif de 31-30. Avec mon père, on s'est dit que je pouvais peut-être plutôt faire un sub 31. On en a parlé avec mon coach aussi. Résultat, lui, il était à peu près d'accord pour ces allures-là. Il m'a fait bosser à ces allures-là sur les séances. Mais surtout, en général, c'est plus avec mon père que je vois les objectifs. Et après, je les vois avec mon coach. Et avec mon coach, résultat, ça permet d'avoir un autre point de vue aussi. Parfois, ça aide, parfois, c'est pas forcément positif parce qu'ils vont pas avoir forcément les mêmes objectifs pour moi. Mais en général, ils sont souvent sur la même longueur d'onde et me donnent souvent les mêmes objectifs. Et puis après, moi aussi, je fais comme je le sens, comme je sais que je peux le faire. C'est vrai que c'est ça qui est important parce Oui, parce qu'à la fin, c'est toi qui qui mieux peut cours. se connaître que quelqu'un, enfin que soi-même Voilà, en fait, on se connaît bien et tu sais aussi ce que tu es capable de faire. voilà. Et d'ailleurs, quels seront les prochains objectifs ensuite pour Ah. toi suite à ce 10 kilomètres? Est-ce que tu as déjà en vue des objectifs à plus long terme? À plus long terme, j'aurai les France, de sur-piste le 20 juillet, 18 juillet, sur 3000 mètres où, ça dépendra de la start list, mais il y aura moyen d'aller faire un podium, ou une victoire, à voir. Aussi, là, c'est dans un mois quand même, donc des gars auront le temps de faire des chronos. Mais on a quand même une très grosse avance avec, on est 6 à avoir une très grosse avance, dont 2 qui vont partir en championnats internationaux cet été, qui ne feront pas les France, résultat. Mais là, je sais que je vais pouvoir bien me préparer pour cet objectif. J'aurai peut-être une ou deux compètes avant, sur 1500 et 3000 à voir. Et résultat, je sais que j'aurai le temps de bien me préparer, d'être serein, de reposer, parce que aussi, vu que ma saison, je l'ai commencé assez tard, j'ai pas mal enchaîné au début et je sentais que là, je commençais un peu à fatiguer. C'est pour ça que là, j'ai un peu plus relâché. Je me suis un peu plus réentraîné ces derniers temps et je sais que là, je vais pouvoir pareil me reposer, bien me rentraîner avant les France. Et puis surtout, je suis en vacances, j'ai terminé les cours. Là, résultat, c'est pour ça que je suis en stage. Du coup, j'ai un peu plus du temps pour moi et du temps pour m'entraîner, pour me reposer, tout ça. Ouais, Tu veux peut-être super. rebondir sur ça, Jean-Baptiste? Peut-être si tu as des questions aussi par rapport à ce que vient de dire Malo, peut-être, ou pas forcément? Juste une petite question comme ça, et pour faire du lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi, quand tu cours, quel genre de coureur tu es? Qui tu es quand tu cours? Qui tu veux être Bah, en en général, termes d'identité? je m'imagine un peu souvent des athlètes, des idoles que j'ai dans ma tête, et puis j'essaye d'avoir à peu près leur foulée, tout ça, de la visualisation pareil. Et je me dis, bah, j'ai envie d'être un peu un tueur, d'être le plus fort du groupe. Bon, après, le problème, c'est que maintenant, souvent sur piste et sur route, bah, je cours avec des gars qui sont plus âgés, qui sont souvent plus forts. Là, par exemple, mon dernier 3000 mètres que j'ai fait, j'ai couru avec Comme le Baron. Donc pas du tout le même niveau. Donc, résultat, je me focalise pas sur tout ça, mais c'est super cool de pouvoir courir avec eux, je suis hyper content. Et résultat, bah en fait, mon but, c'est de battre ceux de mon âge et de faire les meilleurs chronos possibles. Je sais, je reste toujours très focus sur mes courses. Je reste concentré, tout ça, et je suis souvent serein, relâché, tout ça, donc ça le fait.
Ce que tu disais, Malo, c'est important, hein, la visualisation. S'imaginer être une idole, par exemple, on s'imagine être Jimmy Gressier, par exemple, Oui. je sais pas, sur un 10 km, peut-être qu'on va adopter une posture, une foulée différente, une posture de confiance. Mm. Et en fait, c'est vraiment une visualisation intéressante à faire dans une routine. On avait parlé des routines déjà, hein. Une routine pendant l'effort. Ça peut être intéressant aussi. Bah, par exemple, typiquement, quand on est dans le mal et que pourquoi pas penser à autre chose, penser à ça, par exemple. Pour se revenir dans l'instant présent et penser à autre chose que les pensées négatives, Voilà. se focaliser sur autre chose que les douleurs physiques peut-être ou les pensées négatives. Typiquement aussi, ça arrive souvent quand on est fatigué, qu'on court assis, la foulée se dégrade, se détériore. Et donc, par exemple, s'imaginer une belle foulée, tout ça, ça aide à relancer et à se remettre mieux dans l'allure. Exactement. C'est super. Est-ce que tu as un conseil, Malo, à donner à des jeunes athlètes qui commencent comme ça l'athlétisme, qui voudraient se lancer aussi? Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont t'écouter et qui vont dire, tiens, j'aimerais bien faire comme Malo. Tu pourrais leur conseiller quoi, par exemple? Bah, moi, ce serait plus dans la course à pied, mais après, ça peut correspondre un peu à tout sport. Mais y aller comme on le sent, garder toujours du plaisir, car j'ai parfois fait des entraînements, tout ça, sans forcément de plaisir. Et c'est jamais les meilleurs entraînements qu'on peut faire niveau performance et motivation, donc c'est pour ça que c'est assez dur. Aussi, garder une discipline, toujours, s'il faut aller à l'entraînement, tout ça. Ne pas non plus en faire trop, toujours rester dans la bonne charge d'entraînement. Et puis aussi, par exemple, si vous avez des projets d'autres performances, bah, la récupération aussi, ça c'est super important. Mais merci, Malo. En tout cas, les jeunes et moins jeunes vont prendre tes conseils, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Bah, merci Malo pour ta participation à notre podcast. C'était sympa de t'avoir reçu aujourd'hui. C'était une belle opportunité que nous a offert Régis. Bah, merci à vous deux aussi, hein. C'était sympa de participer. Mais en tout cas, c'est une belle expérience pour tout le monde, hein, pour les auditeurs aussi. Donc, on va pouvoir conclure ce 6e épisode, Jean-Baptiste, là. Ouais, donc aujourd'hui, avec Malo et puis Régis, on a essayé de démontrer que la fixation d'objectifs peut être un moteur dans la quête de performance et comment il est important que l'objectif soit en connexion avec nous-mêmes, avec qui l'on est, avec ce que l'on est, avec nos capacités, avec nos ressources, avec que ce soit sous notre contrôle et que ce soit surtout quelque chose de positif. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui. Moi, je vous encourage à laisser des commentaires sur les plateformes, sur Spotify ou sur YouTube. À Parlons Mental, le podcast, ça nous fait plaisir de les lire. Et puis en plus de ça, ça nous motive aussi pour continuer dans ce sens-là. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci, Jean-Baptiste. Merci, Malo. À bientôt. Au revoir, Bonsoir à merci. toutes et à tous.